spécialisé en biologie, donc j'étais prof. Je me suis un peu spécialisé en écologie marine, donc en biologie marine plutôt. Donc je vous parlerai surtout de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire des océans. Ce qui n'est pas forcément très médiatisé actuellement, parce qu'on parle beaucoup de gaz, de matières organiques fossiles, de réchauffement à partir de tout ce qu'on met dans l'atmosphère, mais on parle très peu des océans. Or, il semblerait que ce soit quelque chose qui soit peut-être plus important encore que le pétrole qu'on brûle, que le gaz de schiste, etc. Bon, moi ce que je voudrais aussi préciser, c'est comment fonctionne un système complexe. Or, le système climatique, c'est un système complexe, intégré, auquel participent bien sûr les êtres vivants. Et à partir de ce constat, il y a des règles communes, quel que soit le niveau d'organisation. Et je voudrais commencer par là, pour montrer que justement ces systèmes sont très complexes, qui fluctuent, qui sont soumis à des perturbations, à des temps de latence pour récupérer. Bon. Et donc, il y a une constante. Pour ça que j'ai commencé par cette diapo là. Quel que soit le niveau d'organisation, on retrouve des règles communes. Parce que ce sont des systèmes intégrés, qui sont faits d'éléments, qui sont regroupés en ensemble, en sous-ensemble, avec de très nombreuses interactions. Et ces systèmes complexes, eh bien, par nature, ils fluctuent. Donc le mot important, c'est fluctue. Quel que soit le niveau d'intégration, ou quelle que soit la durée du phénomène. Et deuxième chose qu'on va voir tout de suite, là, pour commencer, c'est que, en fait, tout est lié. Qu'un être vivant n'est pas isolé du milieu, de l'eau, de l'air, de la terre, que tout est lié. Et que l'évolution de ces systèmes complexes, c'est une évolution de systèmes liés. Voilà, ça c'est une donnée fondamentale qui peut expliquer ce que l'on constate actuellement, là, qu'on commence à appréhender. Parce qu'en fait, les hommes, depuis l'origine, sans doute, ils ont compris qu'ils étaient sous l'influence des climats. Ça, dès l'origine, ils ont bien dû comprendre. Hein. Bon, ce qui est nouveau et très récent, disons 30 ans, hein, ce qui est rien, c'est qu'on a pris conscience là que non seulement on était sous l'influence des climats, mais qu'en retour, on pouvait modifier les climats et les bouleverser. Alors ça a été une révolution intellectuelle qui date de, en gros, 1970, hein, pas plus. Et parce que bon, on n'imaginait pas avoir ce pouvoir, et ça, à partir de là, bon, ça prouve aussi que la Terre est un système beaucoup plus fragile qu'on l'avait imaginé. Voilà. Si on peut la bouleverser, nous, petits hommes, là, hein, ce que certains appellent l'espèce chétive, hein, ça veut tout dire. Biologiquement, on n'est rien, mais avec nos moyens culturels techniques, on a un pouvoir démesuré. Ça, on en a pris conscience très récemment. Et plus ça va, plus on s'aperçoit qu'on est en quelque sorte la cause, et on sera aussi la victime de cet état de fait. Donc, un système... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans? Eh bien, en fait, on
on a développé le calcul statistique, les modèles, parce que, étant donné qu'il y a de multiples facteurs, on est obligé d'avoir recours à des modèles. Ces modèles se sont complexifiés. Peu à peu, bon, les données sont de plus en plus précises. Et donc, au fil des années, là, on va vers des connaissances de plus en plus précises, grâce aux modèles qui intègrent de plus en plus de données, et puis qui ont un maillage, ce qu'on appelle le maillage en modèle, ça veut dire les surfaces d'études. Donc c'est comme la météo, si vous voulez. Et donc ce maillage, il se précise, et donc on a des données de plus en plus fiables. La différence avec la météo, c'est que la météo, ben, c'est, disons, demain, après-demain, dans 3 jours. Les climats, c'est minimum 30 ans. Donc la durée limite minimale, c'est 30 ans. Et on peut aller, bien sûr, bien au-delà. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais remonter jusqu'à des millions d'années. Parce qu'avec le temps long, on peut mieux comprendre ce qui se passe dans le temps court. C'est-à-dire 30 ans, 100 ans, hein, on parle toujours de 2100. Bon, alors évidemment, ça nous dépasse, mais c'est du temps très court. Et pour comprendre ces phénomènes dans le temps court, c'est intéressant d'aller voir dans le temps long ce qui s'est passé autrefois. Un système complexe, donc, c'est des éléments qui sont regroupés en interaction et qui sont organisés de manière hiérarchique. C'est-à-dire, dès qu'il y a un système vivant, il se branche sur le milieu. Dès les origines, dès que la vie est apparue sur Terre, pratiquement, elle n'a pas pu se déconnecter de la vie. Donc ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Nous, on est des êtres vivants. Hein. Mais nous, on s'est déconnecté. On a cru qu'on pouvait se déconnecter. Et que la nature, bon, c'était là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors en fait, tous les êtres vivants ne peuvent pas vivre sans être connectés. Et dès l'origine, on le voit. Dès que la vie est apparue, hop, elle s'est branchée sur l'eau, l'air, la terre, donc les 4 éléments. Hein, et c'est une évolution conjointe qui a démarré. Donc, à tous les niveaux, dans les systèmes intégrés, on retrouve la connexion en réseau. Alors, vous voyez, on peut partir du gène. Les gènes sont intégrés dans... Les gènes, c'est des molécules, en gros. Hein, c'est des molécules. Ces molécules sont intégrées dans les cellules dans les organes dans les organismes. Tout ça, c'est des niveaux d'organisation. Donc, système intégré, si on prend l'exemple d'un organisme, nous-mêmes, quand on fait de la physio, on voit bien les interrelations qu'il y a entre les organes, bon, les réseaux, les constantes maintenues ou perturbées. Bon, donc ça, si on se dirige vers l'intérieur, on voit qu'il y a des interrelations à un certain niveau, au niveau de l'organisme, mais que ça va impliquer les cellules. Les cellules, ça impliquera les gènes. Donc, il y a aussi une hiérarchisation des interrelations vers le plus global, vers le plus fin. Et puis, on peut continuer, c'est-à-dire que les espèces sont intégrées dans les populations, elles-mêmes intégrées dans les communautés, des écosystèmes. Hein, vous avez entendu parler de ces choses-là. Donc ça nous dépasse, c'est au-delà de nous. Et les principes de fonctionnement sont voisins aussi. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses communes. Les biomes, en quelque sorte, c'est les écosystèmes globaux. Hein, forêt tropicale, toundra, océan arctique, bon bref. Donc là, on est à l'échelle de la Terre, la biosphère étant le global. Donc, quand on parle de climat, on n'est pas au niveau du gène, on est au niveau du global. Mais il faut bien avoir en tête que tout agit sur tout. Et donc, c'est bien là qu'est la complexité, quoi. Parce qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Hein. Et donc, je vous dis, on commence à
appréhender un petit peu les phénomènes, mais on est loin d'avoir tout compris, hein, parce que c'est extraordinairement complexe. Oui, la deuxième. Donc ces interrelations, en gros, il y a une donnée là qui... Voilà ce petit schéma là, et on va l'avoir tout au long de l'exposé. En fait, ces interrelations, ces relations de cause à effet, vous voyez la situation initiale. Bon, dans une relation de cause à effet, ça y est. Prenez la température. On va se mettre au niveau d'un organisme. Ça, c'est très facile à comprendre. Hein, vous savez, on a 37 degrés, mais la température fluctue. Le matin, elle n'est pas la même que le soir. Bon, bref, quand on a la fièvre, elle monte. Bon, quand on est malade, voilà, etc. Si on prend froid, si on est perdu dans la burle, bon, eh bien, on va se cailler. Hein, bref. Et donc, la température, le pH, la glycémie, l'équilibre acide-base, enfin, le pH, tout ça, c'est des constantes régulées pour l'organisme. Hein, ouais. Mais si vous prenez le rouge, là, dès qu'il y a une perturbation, et les perturbations, il y en a sans cesse, des mécanismes compensateurs se mettent en route. D'où la fluctuation, qui a une tendance, la tendance étant de ramener cette température à 37. Stabilité dynamique, ça veut dire 37. Voilà. Donc la tendance des systèmes où il y a des êtres vivants, c'est d'aller vers des constantes. Hein, ça, c'est une donnée fondamentale. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une rétroaction négative. Si vous avez une cause qui dit augmente sur un effet, plus, en retour, pour rétablir l'équilibre, il faudra l'action antagoniste. D'où ce qu'on appelle une rétroaction moins, c'est-à-dire plus par moins, ça fait moins, ou moins par plus, ça fait plus. Ça fait moins aussi. Donc, c'est l'action en retour qui est couplée avec l'action. Bon, si les perturbations sont faibles dans le système va toujours récupérer son équilibre. Donc on sera toujours dans la rétroaction moins, donc dans le maintien d'un équilibre fluctuant. Si maintenant les perturbations sont fortes, c'est par exemple le vert, vous partez d'une situation en dehors de la constante et on met en route des systèmes de rétroaction plus, c'est-à-dire plus par plus, en retour plus. Eh bien, il y a alors une amplification. Hein, ça se comprend assez facilement. C'est-à-dire que lorsque la perturbation devient forte, on peut avoir mis en route de systèmes comme ça qui amplifient les phénomènes et qui les font échapper, ce qu'on appelle des explosions. Dans le climat, on en a plein en ce moment. Et donc, c'est un petit peu comme si vous avez la fièvre, et puis l'agresseur, là, il n'arrive pas à être combattu, et donc le système, peu à peu, il monte à 39, 40, 41, 42, et si la perturbation dépasse certaines limites, ça peut aller à la mort. Hein. Inversement, l'extinction, eh bien, ce sera un phénomène amplificateur, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir d'une dérive, au départ, eh bien, on peut aller vers l'extinction d'un phénomène. Donc, les deux, le vert et le bleu, là, les deux phénomènes, c'est en fait des réactions possibles ou impossibles, mais à des stress, qu'on appelle des stress, qui sont de fortes perturbations. Si le système est bien équilibré, il restera toujours au niveau de l'équilibre dynamique. En physiologie, on appelle ça une homéostasie. Bon, dans les climats, on ne parle pas de ça, mais c'est exactement la même chose.
Donc les systèmes qui intègrent des systèmes vivants, ils sont en stabilité dynamique, ou équilibre fluctuant, c'est-à-dire que c'est une stabilité qui n'a rien à voir avec la fixité, donc sans cesse ça bouge, avec des durées variables, et la finalité, bon, en biologie on n'aime pas trop ce mot, mais la finalité organisatrice des systèmes, c'est de retrouver ces équilibres. Il ne faut pas se demander pourquoi, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui décide, ça veut dire que c'est dans l'organisation même de ces systèmes de maintenir ces équilibres. Et en fait, ce qui est très particulier pour ces êtres vivants, c'est un paradoxe, c'est que ces équilibres, ils sont hors équilibre. C'est-à-dire que si vous enlevez le système vivant, eh bien, hop, on va aller vers une stabilité chimique qui n'a rien à voir avec la stabilité dynamique. Par exemple, la Terre, à 15 degrés, là, actuellement, vous supprimez les modèles, avec les modèles, on peut le faire, vous supprimez la vie, et à ce moment-là, on peut constater sur les modèles que la dérive de température est pas instantanée, mais elle va monter, et puis avec l'effet de serre, etc. Et on va se retrouver dans des températures proches de Vénus. Enfin, bon, on est un petit peu plus loin du Soleil que Vénus, mais donc c'est la vie, en fait, qui participe au maintien de cet équilibre. On appelle ça des équilibres hors équilibre. Comme quand on fait du vélo, pour tenir en équilibre, eh bien, il faut avancer. En gros, c'est ça. C'est-à-dire c'est un déséquilibre maintenu. Et pour maintenir la stabilité de ces équilibres, il faut que ça évolue. C'est le vélo qui roule. Bon, c'est des images. Et en fait, c'est pas mal comme image, je trouve. Donc, les systèmes vivants intégrés sont condamnés à évoluer. Et de tout temps, depuis les origines, on pourrait dire que les fluctuations ont toujours été là. Alors, on a la suite. Donc là-haut, j'ai mis une diapo qui montre bien l'intégration. On ne peut pas concevoir la vie sans tous les autres éléments. La lithosphère, c'est la terre, c'est le sol. La biosphère, c'est la vie. Végétaux, animaux, tout ce qui est vivant. L'atmosphère, l'air, et puis l'hydrosphère, l'eau. Donc tout est lié là en fait. En bas, là, il y a une diapo là, qui montre justement les interrelations. Tout est lié à tout. Donc, on ne peut pas comprendre l'évolution de la vie si on n'intègre pas cette vie dans le milieu. Voilà, ce que nous avons eu tendance à faire. On s'est cru hors sol, la nature, ça n'a rien à voir avec nous, on peut y faire ce qu'on veut, on est isolé, tout ça c'est du faux. On est un être vivant comme les autres, donc on est lié. Et toutes nos actions, elles ont des conséquences. Voilà, donc ça c'est l'idée fondamentale. Bon, en fait, parler de la température, c'est parler d'une machine thermique. La machine thermique, c'est la machine Terre. On reçoit de la chaleur par le soleil. Bon, ça, tout le monde le comprend. On reçoit aussi de la chaleur interne par la radioactivité, par le fait que la Terre est chaude à l'intérieur. Bon, alors ça représente beaucoup moins. Donc si on se met à la surface, la quantité de chaleur qui vient de l'intérieur, elle est à peu près 1000 fois moins importante que celle qui vient du soleil. Bon, de toute façon, la chaleur interne remonte en surface. La Terre est une machine thermique. Ça représente de la conduction. Les molécules vibrent, donc la chaleur est évacuée par conduction, mais surtout par convection. C'est-à-dire la convection, c'est la casserole d'eau qui bout, là, vous savez. C'est-à-dire que la chaleur, pour être évacuée, à certains moments, se transforme en mouvement de convection qui remonte cette chaleur selon des géothermes et qui vont
sortir, pas de manière homogène, hein, mais qui vont sortir en des points particuliers là, de plus haute température, comme les volcans, les points chauds. Hein, voilà. Et donc, cette chaleur qui est évacuée et qui est perdue, normalement devrait être compensée par l'apport interne ou externe, mais en fait on s'aperçoit que le bilan est négatif. Donc depuis les origines, la Terre se refroidit. Ça c'est inéluctable, hein, et ça va continuer jusqu'à ce qu'elle devienne un astre froid, donc mort. Donc cette chaleur, c'est elle qui entretient en fait toute l'énergie qui est récupérée par les êtres vivants, et donc elle est liée à la vie, quoi. Hein, la Terre est une planète vivante par le fait qu'elle est encore chaude. Voilà. Bon, si on considère... si on... Oui, alors je parlais de flux de matière. Ouais. Donc ça, c'est toutes les interrelations. Voilà, alors en bas, là, vous avez un schéma qui concerne le gaz carbonique. Bon, on peut suivre le cycle des éléments. Si on prend le gaz carbonique, parce que c'est lui qui est surtout responsable de l'effet de serre, on pourrait prendre le phosphore, on pourrait prendre l'azote. Donc toutes ces substances, elles forment des grands cycles, des cycles multiples. Le CO2, bon, il ne nous intéresse plus parce que c'est lui qui est responsable de l'effet de serre. Alors je vous rappelle, l'effet de serre, c'est en fait certaines molécules, hein, à 3 atomes de carbone, elles ont la propriété de se laisser traverser par les rayonnements solaires, hein, de longueur d'onde variable. Ce rayonnement, bon, il est soit réfléchi, soit absorbé, et en particulier les infrarouges, là, qui sont rouges, voyez, la partie rouge qui est réfléchie vers l'atmosphère, peut être réfléchie vers la Terre à cause de ces molécules. Hein, donc les infrarouges, c'est-à-dire le rayonnement chaud, va jouer le rôle d'une couverture. Hein, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, il y aurait des contrastes thermiques terribles entre la nuit et le jour. Bon, si les fluctuations sont atténuées, c'est à cause de cette couverture-là qu'on a, et qui font que selon les saisons, eh bien, les variations sont atténuées. Même chose pour la nuit et le jour. Donc les gaz à effet de serre, c'est les gaz qui réfléchissent les infrarouges vers le sol, hein, et qui évitent une plus grande déperdition. Alors, le schéma d'en bas vous montre la circulation du gaz carbonique entre différents réservoirs. Vous voyez ? Donc en haut, vous avez le gaz carbonique de l'air. Hein, il représente très peu en volume, parce que ce qui est important, c'est de voir les volumes. Donc finalement, ça représente 3,2 gigatonnes. Bon, alors ça ne vous dit rien, mais vous allez voir que par rapport aux autres, c'est rien du tout. Cet air qui contient du CO2 là, va l'échanger avec les océans, réservoir des océans. Ça, c'est la réserve, c'est déjà une réserve beaucoup plus importante. Donc, en volume, les océans représentent un réservoir énorme qui est sans commune mesure avec l'atmosphère. Vous voyez, c'est 39 000 gigatonnes. 39 000 par rapport à 3 000 pour l'air, 39 000. Vous voyez la différence? Donc c'est un gros réservoir. Troisième réservoir, la matière organique fossile. La houille, le charbon, le gaz schiste, schiste bitumineux. Bon, donc toute cette matière organique fossilisée, ça représente aussi un volume important, hein, 27 000 gigatonnes. Donc c'est un réservoir énorme. Voilà, deuxième réservoir énorme. Quant au troisième, le plus important de tous, c'est toute la matière
c'est tout le gaz carbonique stocké sous forme de calcaire, soit de manière chimique, hein, les roches calcaires, voilà, les boues, la craie, soit de manière organique. Oui, alors la craie c'est organique, et donc ce qu'on appelle les organismes biocalcifiants, qui eux aussi participent à la formation de ce réservoir calcaire, qui est responsable pour la plupart de la diminution du gaz carbonique qui a eu lieu là, après la formation du système solaire. Hein, le gaz carbonique, il était à des quantités 10 000 fois plus importantes que ce qu'il est actuellement. Si cette quantité a diminué de manière énorme jusqu'à ce que la température elle-même baisse, hein, puisque les deux sont liés, eh bien, c'est surtout grâce à la formation de ce calcaire. Le réservoir, c'est 80 millions de gigatonnes. Vous voyez, donc on est bien au-delà du volume des autres réservoirs. Donc la cause de la première diminution de température sur Terre, à l'origine, qui est liée à la diminution de CO2, c'est le calcaire. La deuxième cause, qui est venue un peu après, c'est la matière organique fossile, celle dont on parle tous les jours, là, hein, puisque c'est celle qu'on est allé chercher là, au 19e siècle pour la remettre en circulation, hein, pour notre plus grand malheur. On n'aurait jamais dû y toucher, mais seulement on ne le savait pas à l'époque. Bon, maintenant on le sait, mais on continue quand même. Ça, c'est autre chose. Donc, les trois grands stocks de gaz carbonique, hein, parce qu'il y en a trois, j'en ai oublié un, c'est le calcaire, la matière organique, et puis ce qu'on appelle le manteau, c'est-à-dire les enveloppes terrestres, qui recyclent aussi le gaz carbonique, hein, puisque vous savez, les plaques bougent, elles plongent, et donc elles entraînent des sédiments, elles entraînent donc de l'eau, elles entraînent du calcaire, et donc là il y a un recyclage qui va durer des centaines de millions d'années, et il y a un recyclage superficiel dans le manteau, dans les 600 premiers kilomètres, là, et donc cette matière remonte, et donc elle remonte le gaz carbonique aussi, 500 millions d'années plus tard, hein, et elle est émise par les volcans. Hein, les points chauds, mais surtout par le volcanisme terrestre. Donc là, c'est du recyclage de durée énorme. Donc ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a donc des cycles, mais qui ont des durées tout à fait variables. Vous voyez, en noir, là, c'est les cycles de la photosynthèse et de la respiration. Hein, air, oui, réservoir de la biosphère, réservoir des océans, bon, et CO2 atmosphérique, ça c'est ce qu'on appelle des cycles courts. Ça peut durer quelques dizaines, quelques centaines d'années. En géologie, c'est du court, ça. Hein. Les cycles beaucoup plus longs de millions d'années, c'est des cycles qui vont remettre, à partir du manteau, ou à partir de la surrection des chaînes de montagne, du gaz carbonique qui a été enfoui il y a des millions d'années. Donc on peut avoir des cycles courts ou des cycles longs. La biosphère, pourquoi ce n'est pas un vrai réservoir? Ça c'est important. Hein, je vous dis manteau, premier réservoir, deuxième réservoir calcaire, troisième réservoir matière organique fossile. Bon, souvent on entend dire, ouais, les forêts c'est des réservoirs, c'est des puits à carbone. Oui, mais c'est des puits temporaires. Et les cycles ne sont pas les mêmes. Vous prenez une forêt que vous avez coupée, vous avez tout coupé, vous avez coupé une prairie, là, puis hop, la forêt revient. Alors évidemment, là c'est un puits à carbone. Hein. La forêt en croissance, elle va absorber plus de carbone qu'elle en émet. Bon, maintenant, lorsqu'elle arrive à maturité, ce qui est stocké par la photosynthèse est restitué par la respiration. Donc la forêt, si elle ne s'étend pas, elle a un bilan nul. Pour être un puits à carbone, eh bien, il faut qu'elle s'étende. Et si on la coupe, si on déforeste, alors évidemment là,
on va brûler, ça va se retransformer en gaz carbonique avec la décomposition, les fermentations, les champignons, tout ça là. Et ça remet le gaz carbonique en circulation. Bon, donc c'est un stockage intéressant, la forêt, à condition de ne pas la détruire. Voilà. Si vous faites des meubles ou du bois de charpente, eh bien, le gaz carbonique, il va rester plus longtemps dans le bois, dans le meuble, il peut y rester très longtemps, parce que le stockage, en gros, le stockage du gaz carbonique dans les arbres, c'est le bois. Donc, dire que oui, c'est une énergie renouvelable, très, très intéressante, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que vous coupez une forêt, bon, évidemment, vous remettez en circulation le gaz carbonique, et puis on dit, ouais, mais ça va revenir, mais ça va mettre 100 ans quand même pour revenir. Donc, on reviendra à la situation antérieure un siècle après. Alors, bon, on peut en discuter. Pour ce qui est du réservoir calcaire, le gaz carbonique, il se dissout à l'interface. L'interface, c'est une zone très importante, l'interface air-eau. Donc, il se dissout en fonction de la pression en CO2, et tout de suite, il se transforme en acide carbonique. Donc, le gaz carbonique dans l'eau, ça devient de l'acide. Ça acidifie. Et c'est justement un aspect important de voir que sous forme acide et bicarbonaté, bicarbonate plus H+, là, plus acide, ça va permettre au calcaire, au calcium, d'être précipité sous forme de carbonate de calcium. Donc le puits à carbone de l'océan, c'est par action successive, c'est amener le gaz carbonique jusqu'au carbonate de calcium qui précipite. Bon, la part chimique, elle est faible, finalement, par rapport à la part que prennent les êtres vivants dans ce processus. Qu'ils soient planctoniques, comme les foraminifères, vous savez, toutes ces petites bestioles microscopiques qui ont des carapaces, eh bien, elles sont très importantes au point de vue de la capture du CO2 pour former leur carapace. Et ensuite, ça sédimente au fond et ça forme des roches calcaires. La craie, pensez à la craie. C'est pareil, la craie, c'est un foraminifère qui a une petite carapace calcaire. Et donc, les boues calcaires qui s'accumulent au fond, eh bien, elles piègent du gaz carbonique. Ça, c'est évident. Maintenant, l'altération des roches silicatées, comme le basalte, là, qu'on a vu ce matin, comme les roches cristallines, ce qu'on appelle tous les silicates de calcium, quand on fait les bilans chimiques, on s'aperçoit qu'ils captent plus de gaz carbonique qu'ils n'en restituent lorsqu'ils précipitent. Les silicates, ils vont jusqu'au carbonate, mais le bilan n'est pas nul. Donc, l'altération des roches, c'est un très puissant piège à carbone. Donc, il faut toujours avoir l'idée que dans les périodes où il y a eu beaucoup d'érosion, lors de la formation des chaînes de montagne, des gigantesques, là, comme l'Himalaya, comme la chaîne hercynienne, eh bien, ça a été des périodes où le gaz carbonique a été piégé par l'altération de ces roches. Alors, encore une autre diapo. Quant à la matière organique fossile, voilà, ce petit schéma, il vous montre que normalement, quand il n'y a pas de sortie du système de la matière organique qui se fossilise, le bilan entre respiration et photosynthèse est équilibré. C'est-à-dire que c'est des réactions réversibles. En haut, vous avez la photosynthèse,
le gaz carbonique CO2 plus de l'eau, ça donne de l'oxygène qui se dégage, plus de la matière organique. Voilà, ça c'est le bilan de la photosynthèse. La respiration, c'est la réaction inverse. Donc, normalement, photosynthèse plus respiration égale bilan nul. Pour que ça devienne un piège à carbone, par le plancton par exemple, lorsque la matière organique va se fossiliser dans les lagunes, eh bien, il faut qu'une partie de la matière fossile soit piégée. Donc toute la part qui est piégée fait que, par respiration, ce qui reste, vous voyez, matière organique oxydée, va être moins importante que ce qui a été formé par la photosynthèse. Donc le bilan qui était équilibré, il devient déséquilibré. Donc le piégeage de la matière organique, qui a surtout eu lieu il y a 300 millions d'années en gros, au Carbonifère, c'est surtout à cette époque que ça s'est passé, c'est devenu un formidable puits à carbone. Et aller chercher ça, au 19e siècle, on a compris que ça allait remplacer le cheval, ça, la machine à vapeur, le pétrole, tout a été basé là-dessus. En fait, on est allé chercher quelque chose qui était interdit. Oui. Parce que tout ce gaz carbonique qu'on a déjà balancé en l'air, il n'y reviendra plus. Il n'y reviendra plus, parce qu'il faut des circonstances, des positions de continents, des climats particuliers, pour que cette matière-là qui s'est fossilisée, disons, au Carbonifère, pour que ça revienne, on n'entrevoit pas que ça puisse se passer avant des millions et des millions d'années. Donc tout ce qu'on a mis en 200 ans, ça va y rester. Voilà. Et donc, enfin, on va en reparler, là, vous allez voir que bon, c'est pas trop réjouissant. Donc les gaz à effet de serre, oui, j'ai rien là finalement. Les gaz à effet de serre, je ne sais pas, vous devez les connaître, dans le gaz carbonique, il y a aussi l'eau. L'eau, c'est le principal gaz à effet de serre. La moitié de l'effet de serre, c'est l'eau. C'est toutes les molécules à 3 atomes, H2O. Ouais. Bon, pourquoi on n'en parle pas de l'eau? Parce que le bilan est équilibré. Et en plus, bon, quand il y a une molécule d'eau qui est émise sous forme de vapeur, eh bien, elle finira à revenir sous forme de glace ou sous forme d'eau, par le cycle de l'eau, là. Et donc le bilan est équilibré. Et la rémanence, c'est-à-dire la durée de survie de cette molécule, c'est à peine une semaine. Donc, l'eau, on n'en parle pas. Les gaz dont il faut parler, c'est le gaz carbonique, lui, qui a une durée de survie de 120 ans. Vous mettez une molécule aujourd'hui, là-haut, 120 ans avant qu'elle disparaisse. Donc, ça montre l'inertie du système. Tout ce qu'on a mis, là, et qu'on continue à mettre, il faut se projeter dans 2 siècles pour voir peut-être une diminution, sans doute, mais pas par un retour de là où il est venu. Encore une fois, il ne reviendra pas sous forme de matière organique fossile, ou alors pas de sitôt. Beaucoup plus tard, peut-être, mais pas encore. Il y a aussi le méthane. On n'en parle plus du méthane parce qu'il a été très abondant au départ, dans les premières atmosphères, là, il y a 3 milliards d'années. C'était un gaz très important. C'était lui, d'ailleurs, qui maintenait un effet de serre à cette époque, alors que la vie était très précaire. Puis ensuite, il a disparu lorsque l'oxygène est apparu. Donc, lorsque les organismes photosynthétiques sont apparus, ils ont commencé à bouffer ce méthane qui avait été fabriqué par des bactéries qui sont anaérobies. Alors, dès que l'oxygène est arrivé, ça a été quelque chose de catastrophique sur Terre. Toute la première vie qui ne supportait pas l'oxygène a été éliminée. Parce que l'oxygène, c'est un poison. C'était un poison. Et il a fallu sans doute beaucoup de temps pour que des organismes qui
tirent bénéfice de l'oxygène puissent s'en protéger. Vous voyez, c'est le paradoxe de l'oxygène. C'est à la fois un poison et c'est aussi quelque chose qui améliore le rendement. Et donc il a fallu, pour récupérer de ce premier choc de la vie, il a fallu sans doute des millions et des millions d'années. Le méthane est alors resté à l'état de trace, hein, et on peut considérer qu'actuellement c'est un danger, mais potentiel. Hein, c'est 2% de l'effet de serre pour le moment, c'est rien du tout. Mais il est enfoui là, dans certaines zones marécageuses, les permafrosts aussi, sur le fond des océans, et il est piégé par la pression sous forme de glace de méthane. Et donc, tant qu'il est là, tout va bien. Si ça se réchauffe, il s'enflamme spontanément. Hein, on appelle ça de la glace en feu, oui. C'est-à-dire que, hop, il est libéré sous forme gazeuse, alors qu'il était sous forme condensée, et il a un effet de serre qui est 23 fois plus fort que le CO2. Hein. Une molécule de méthane égale, au point de vue captation de chaleur, 23 fois le CO2. Donc, même s'il a une rémanence qui est très faible, en gros c'est 10 ans, on est obligé de faire le bilan, hein, pour voir la part que prenne chaque gaz entre la concentration du gaz, son pouvoir absorbant, hein, et puis sa durée de rémanence. Alors vous avez le CO2, bon, par référence on lui met la valeur 1, hein, au point de vue capture. Au point de vue pourcentage, c'est rien du tout, hein, c'est 0,03% actuellement, c'est ridicule, hein, même si ça augmente par rapport à ce que ça a été. Mais ce qui est plus inquiétant, là, c'est 120 ans, hein, ça dure 120 ans. Le méthane, 23 fois le CO2, au point de vue capture des infrarouges, mais 10 ans de rémanence. Donc le méthane, c'est un danger potentiel en fait. Le seul danger, il est important, hein, c'est de libérer ce piège qui serait alors un piège mortel. C'est-à-dire qu'il y a des effets de seuil. À une certaine température, eh bien, on pourrait avoir la libération de ce méthane. Alors là, ça changerait tout. Hein. Ouais. Je voudrais parler aussi un peu des courants. Hein, les courants marins, bon, c'est quelque chose qui redistribue la chaleur, soit de manière directe, soit indirecte par le CO2, qui met en rapport les zones froides avec les zones chaudes. Hein, les basses latitudes où les eaux sont chaudes communiquent avec les zones plus froides, et donc il y a des échanges de température sous forme de courants, de mouvements, hein, qui sont accélérés par les vents, et puis qui sont conditionnés aussi par les variations de salinité. Hein, l'eau salée est plus dense que l'eau douce, donc lorsque les courants d'eau remontent vers le nord, ils se refroidissent, l'eau se transforme en glace. Hein, la glace, c'est de l'eau, donc les océans en surface ont leur concentration en sel qui augmente. Hein, au fur et à mesure que la glace se forme, les eaux superficielles s'enrichissent en sel. Or, l'eau salée est plus dense que l'eau douce. Donc, il y a les eaux de surface qui sont sursalées, elles plongent. Donc les courants de surface deviennent des courants de profondeur, et ils reviennent par les profondeurs, ils tournent autour de la Terre. Il y a des circuits là, qui sont très complexes et très longs. Et en gros, ça peut prendre entre 500 ans, 1000 ans. Oui. Donc il y a une redistribution de la chaleur sous forme de courants. Pourquoi parler des courants? Parce que justement, ils sont perturbés par les variations de température. Donc un nouveau risque, ça serait de voir la température qui monte et qui fait que
étant donné que ça a pour conséquence d'augmenter les pluies dans les zones nordiques, eh bien, que les eaux de surface restent douces, hein, et que ça bloque, par exemple, le Gulf Stream. Hein, une eau douce ne plongera pas. Et donc, ça peut non pas empêcher, arrêter le Gulf Stream, mais le ralentir. Et ça peut avoir des conséquences très importantes, parce que ces eaux profondes, à un certain moment, elles remontent. Hein, les eaux froides profondes remontent. Et c'est cette remontée des eaux profondes froides qui ramène des sels minéraux du fond pour alimenter le phytoplancton, toutes les chaînes alimentaires, hein, qui peuvent utiliser ces éléments minéraux dont ils ont besoin par le fait que ces eaux froides remontent là. Hein, surtout par exemple au Maroc, en Angola, il y a des zones comme ça privilégiées, hein, le long des côtes du Chili. Voilà. Donc ces remontées sont des zones très biodiversifiées, très très importantes. Et justement, on va voir qu'il y a un rapport direct entre le réchauffement climatique, la remise en circulation des matières organiques, mais aussi avec la chute de la diversité, la fragilisation des écosystèmes. Tout est lié, et actuellement, toutes les données sont dans le rouge, hein, que ce soit la biodiversité, les matières organiques fossiles, voilà, tout est catastrophique. Hein, voilà. Il y a aussi des boucles. Il faudrait prendre des boucles. Encore après. Voilà. Je voulais simplement vous montrer un exemple de rétroaction positive, d'amplification, hein, qui sont sans doute en route depuis pas mal d'années. Là. Par exemple, vous prenez l'albédo des glaces. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'albédo, c'est le pouvoir de réflexion d'une surface. Une surface blanche, tout le monde le sait, ça réfléchit beaucoup plus qu'une surface sombre. Hein. Donc, le blanc des glaciers ou de la neige, c'est un facteur de diminution de température, puisque ça réfléchit la chaleur. Au contraire, une surface sombre, comme la mer, comme la toundra, les forêts, eh bien, ça absorbe plus. Donc, vous avez des albédos variables entre 1 et 0, là, hein. 1 lorsqu'il y a réflexion presque totale, 0 lorsque tout est absorbé. Hein, c'est une différence entre le blanc et le noir, en gros. Eh bien, ces albédos, ils sont considérés comme des boucles amplificatrices. Par exemple, lorsque vous avez un réchauffement, comme c'est le cas, la surface blanche des glaciers continentaux, arctiques, antarctiques, diminue. Donc, l'albédo diminue par rapport aux mers. Hein. Par conséquent, ça va entraîner une augmentation de l'effet de serre. Si la chaleur augmente, les glaces vont fondre. Donc, vous avez une boucle plus. Oui, en voilà une. Deuxième exemple, voilà, on le voit, l'albédo des glaces. Deuxième exemple, c'est à l'interface air-eau. L'augmentation de température, elle a pour effet de diminuer la dissolution du gaz carbonique. Hein, le gaz carbonique de l'air, il est dissous dans l'eau en fonction de la température. Donc plus c'est chaud, moins ça rentre, moins ça se dissout. Plus c'est froid, plus ça pénètre. Donc il y a des différences entre les mers tropicales et les mers arctiques. Et évidemment, si vous avez un réchauffement, puisqu'il y a diminution de l'entrée de gaz carbonique, eh bien ça veut dire que le gaz carbonique atmosphérique va augmenter, donc la température va augmenter. Et on a encore une boucle amplificatrice que vous pouvez renverser si la température baisse. Donc ces amplificateurs, actuellement, dans les périodes perturbées, comme c'est le cas, ils prennent le dessus sur les systèmes stabilisateurs dont on a parlé tout à l'heure. Et à certains moments, il y a des seuils qui sont franchis. C'est lorsque les amplificateurs
dérape, on pourrait dire, et entraîne le système, soit dans un sens, là, l'explosion, soit vers l'extinction. Donc il peut y avoir des dérives très fortes, hein, à partir du moment où les systèmes sont enclenchés. Hein. Et si le système finalement arrive à récupérer au bout de quelques centaines d'années, c'est parce que il est organisé de telle sorte que il y a tellement de paramètres stabilisateurs que le système finira par revenir non pas à l'équilibre antérieur, mais à un autre équilibre peut-être. Ça dépend de l'importance des perturbations. Donc ça vous explique que les fluctuations sont permanentes, elles peuvent être faibles, mais elles peuvent devenir très très importantes à certaines périodes, ce qui est le cas là actuellement. Bon, alors si on se met à l'échelle de l'organisme, là tout à l'heure je prenais la température, bon, eh bien, on tombe malade, hein, si les fluctuations deviennent très importantes, ces boucles rétroactives plus prennent le dessus, et on tombe malade, on a la fièvre. Bon, et donc le système, il va récupérer, il va essayer de revenir, hein, c'est-à-dire de retrouver les rétroactions négatives. Donc, il y arrivera avec plus ou moins de temps. Pour le climat, c'est pareil. On peut avoir des temps d'ajustement de quelques millions d'années. Donc tout ce qu'on fait actuellement, ça aura des répercussions. Tout le monde est d'accord. Ça va avoir des répercussions à plusieurs centaines de milliers d'années actuellement. Voilà, ça au moins, on peut le dire. Oui, bon, d'accord. Alors j'accélère. Le temps, oui, je ne sais plus où j'en suis là. Le temps long, alors en gros, c'est les grandes glaciations. Là. Hein, il y a eu plusieurs périodes de glaciation sur Terre, et donc une grande glaciation, c'est à 600 millions d'années où pratiquement la Terre a été gelée. On parle d'une Terre gelée. Alors ces grandes glaciations, il y en a eu d'autres au Carbonifère. Non, encore après. Voilà, au Carbonifère aussi. Vous voyez, la position des continents, elle a une influence sur les glaciations ou bien les périodes chaudes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un continent sur un pôle. Ce qui est le cas là, en haut, au Carbonifère, tous les continents sont regroupés et ils sont au pôle sud, qui n'est pas au même endroit que maintenant, mais enfin, à partir de ce double phénomène, c'est-à-dire formation d'un seul continent et position d'un pôle sur le continent, là, il peut y avoir des glaciations très très durables. Et donc, une glaciation, en fait, elle est causée par toutes sortes il y a toutes sortes de raisons à une glaciation, mais en gros, ça veut dire qu'il y a eu diminution de la quantité de gaz carbonique. Oui, donc là, il n'y a aucun problème. Actuellement, bon, on est soi-disant dans une période interglaciaire, c'est vrai, mais à l'échelle globale, tant qu'il y a une calotte glaciaire sur, par exemple, l'Antarctique, on considère qu'on est dans une période glaciaire. Donc c'est un peu surprenant, mais donc depuis 35 millions d'années, on est en période glaciaire. C'est-à-dire que le taux de CO2 est vraiment très très bas actuellement, géologiquement parlant. Hein. Alors il y a eu des fluctuations, bien sûr, des interglaciaires. Bon, actuellement on est dans un interglaciaire depuis 10 000 ans, mais ça c'est des petites fluctuations à petite échelle. Et si on se met à 35 millions d'années, on est dans une période froide. Ce qui est, à notre échelle de vie, ce qui nous concerne, c'est que cette interglaciaire, là, cette petite fluctuation qui a commencé il y a 10 000 ans, elle va être sans doute, normalement on aurait dû aller vers un autre glaciaire dans 4 ou 5 000 ans, et bien peut-être qu'on n'ira pas. Parce qu'on a déjà mis autant, avec le CO2 qu'on a mis, on a déjà une température qui est pratiquement égale à la fluctuation entre glaciaire et interglaciaire, c'est-à-dire entre 5 et 10 degrés. Donc à 5 degrés,
vous avez la différence entre un interglaciaire et un glaciaire. Donc on est en train d'ajouter un interglaciaire supplémentaire avant d'être passé par une nouvelle période glaciaire. Ce qui est incroyable, quoi. Pour un géologue, c'était impensable il y a quelques années. Bon, alors au Crétacé en bas, c'est-à-dire il y a 70 millions d'années, on avait la période inverse, c'est-à-dire une terre chaude, 25 degrés à peu près en moyenne, hein, c'est 10 degrés de plus. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas de glace, pas de pôle, pas une circulation intertropicale est-ouest ininterrompue qui redistribue la chaleur. Hein, donc ça, c'est une des raisons. Des continents très éclatés, ce qui, étant donné que des chaînes de montagnes sont, par l'altération, sont des puits à carbone, donc il n'y avait pas de chaîne de montagne très très importante. Oui. Donc ce Crétacé, il est considéré comme très chaud. Donc il y a les dorsales aussi maritimes qui balancent du basalte dans les océans, qui font monter le niveau des océans. Donc on devait avoir un niveau des mers à peu près à 200 ou 300 mètres au-dessus du niveau actuel. Donc ça, c'est une période chaude. Il y a aussi des changements qui sont dus à des événements catastrophiques, comme la chute d'une météorite. Hein, vous avez tous entendu parler au Crétacé d'un choc avec une météorite qui a bouleversé complètement les climats à cette époque. Hein. Bon, une météorite qui devait avoir 10 km et qui télescope la Terre, bon, ça a des conséquences immédiates comme un refroidissement d'abord, parce que c'est des gaz soufrés qui diminuent l'effet de serre. Ensuite, avec le gaz carbonique, bon, un réchauffement, tout est brûlé à la surface de la Terre. Et puis tout de suite, on voit, après sans doute, une acidification des océans, hein, avec ce CO2 là, énorme, qui est absorbé par les eaux. Bon, il y a une acidification. Ça se termine toujours, enfin, ça va toujours vers une extinction. Hein, ces grands événements catastrophiques, c'est eux qui ont marqué les grandes extinctions, et ça se traduit toujours par acidification des océans, jusqu'au point où il n'y a plus de possibilité pour les êtres vivants de survivre. Vous savez, actuellement, on est à 8,2, hein, on était à 8,1 pour le pH. Normalement, il y a 200 ans, on était à 8,2. Alors, ça paraît rien du tout, mais ça veut dire ça, étant donné que c'est logarithmique, hein, ça veut dire que les océans sont déjà 30 fois plus acides qu'ils l'étaient. Et si les choses continuent, on est pratiquement certain qu'en 2050, on va être à 8. Et en 2100, on va être à 7,8. Or, toutes les expériences qui sont faites et les constats qu'on peut faire dans certaines régions sur Terre, là, bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est qu'à 7,8, il y a un effondrement des écosystèmes. Ça commence à 8, et à partir de 7,8, il n'y a pratiquement plus rien. On le constate. Donc, si on continue à acidifier, pas simplement par la matière organique fossile, mais par l'état désastreux, la mer est considérée comme un dépotoir. La surpêche, la destruction des estuaires, les pollutions, les pesticides qui finissent tous par retourner à la mer. Bon, tout ça, les êtres vivants, ils n'en peuvent plus. Le phytoplancton est en chute libre. Bon, pour s'en sortir, il migre vers le nord, là, actuellement. Mais ça va avoir des limites, ça. Or, le phytoplancton, hein, c'est la source de l'oxygénation. Hein. Et donc, à partir de 2100, on estime que ce qui va venir après 2100, après l'acidification des océans, ça va être une diminution de l'oxygène. Ce qu'on a chaque fois dans les grandes crises, ça se termine toujours par une diminution de l'oxygène et donc une hécatombe. Bon, l'hécatombe a commencé, hein, elle a commencé bien avant même bien avant 200 ans. Hein. Bon, elle a été amplifiée il y a 200 ans. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression que
dès que l'homme est apparu, il a posé un problème. Oui. On se considère maintenant comme une espèce invasive. Vous savez, les espèces invasives, c'est du fait des transports intercontinentaux, on transporte les espèces, on les mélange, donc on contrecarre complètement les mécanismes évolutifs qui ont besoin de temps. Hein, les espèces ont besoin de temps pour s'adapter, et donc la diversité, en fait, elle est liée à la stabilité dans un milieu. À partir du moment où on fait venir des espèces d'Amérique vers l'Europe et vice-versa, et que les avions, les bateaux, tout ça, ça mélange tout, la diversité est en chute libre. Oui. Et quand on voit le fil conducteur de tout ça, c'est nous. C'est nous qui sommes responsables de tout ça. Hein. Donc on se considère de plus en plus comme une espèce invasive, et il y a plein d'arguments pour le montrer. Dès qu'on a été en contact avec des faunes qui avaient été isolées il y a bien longtemps, ça a été l'hécatombe. Après la période glaciaire, là, toute la grande faune a été nettoyée, c'est nous. Hein. En Océanie, au Galapagos, il y a plein d'exemples qui montrent que dès que l'homme est arrivé, bon, c'est pas qu'on soit méchant, et c'est comme ça. On est une espèce qui avons la capacité à tout détruire, parce qu'on est fait comme ça. Et donc, ça c'est dramatique. On parle sérieusement d'anthropocène, une période nouvelle, géologique, qui laissera sans doute une trace, au-delà de 100 millions d'années. Il y a des gens il y aura des espèces intelligentes qui se poseront la question, qui se diront, ah bien là, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, ce sera une 6e extinction. Il y en a eu 5 avant, là, et on est en train de vivre la 6e. La grande extinction. Une extinction, c'est au moins 60% d'espèces qui disparaissent. Actuellement, on est à 15%. En 2050, on sera à 50% si on ne fait rien. C'est-à-dire que c'est parti. Et une fois que c'est parti, on n'arrête plus. Donc, c'est nous la cause. Ça, c'est la nouveauté. Nous, on peut se considérer comme une météorite. La météorite du Crétacé, actuellement, c'est nous. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est rien du tout. C'est comme un choc brutal. 100 ans, 200 ans, 300 ans, c'est une seconde à l'échelle géologique. Donc le bouleversement, il se fait avec une vitesse qui est effrayante. On est à des vitesses qui sont 1000 à 10 000 fois plus importantes que ce qu'elles étaient lors des grandes extinctions. Donc là, c'est parti pour quelque chose qui, à terme, va être catastrophique. Sauf, bon, si on est un peu quand même raisonnable, on peut se dire qu'on peut quand même ralentir les choses. Hein? Bon. Sinon, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Donc je ne vais pas passer sur tout ce qu'on peut faire, mais on ne fera... Non, mais il ne faut pas se faire d'illusions. L'espèce humaine est condamnée beaucoup plus vite qu'on l'aurait imaginé. Voilà. Mais on peut retarder les échéances, ça c'est sans doute, mais on ne reviendra pas à la situation antérieure. Ça non. Parce que c'est dans notre nature. Voilà. Moi c'est mon point de vue de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose en nous qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que de se mettre à distance de la nature. Or, il faudrait s'intégrer, il faudrait arriver à changer notre rapport au monde. C'est ça qui est en question. C'est pas simplement le gaz fossile, c'est toute notre manière de voir le monde. Changer les modèles économiques, repenser la société, aller vers de la sobriété. Est-ce qu'on en est capable? La question est posée. De toute façon, c'est où on fait rien et on disparaît dans 3, 4, 5 siècles, 1000 ans si vous voulez, mais c'est rien du tout ça. Donc on est condamné, la vie continuera, mais l'hécatombe aura eu lieu, ça repartira ailleurs, mais de toute façon, si on devient responsable, moi je crois qu'on ne fera que retarder l'échéance. Mais bon, après tout, on sait très bien que le système solaire, il n'est pas éternel. Hein. Donc, autant que ça soit plus tard. Voilà. Bien, bon, j'arrête.
fait que nous ne sommes pas méchants, mais seulement nuisibles quand même. Hein. Et puis on sait pourquoi on milite du coup. Hein. On voit que si on est là, c'est pas pour rien.